Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir en français sur Télé Liban. Notre invité ce soir est le docteur Elissar Nadaf, récemment nommé PDG de Télé Liban. Elle prend les rênes de la chaîne nationale dans un contexte difficile, marqué par une crise financière, des défis technologiques et la nécessité de réaffirmer le rôle du service public. Avec elle, nous allons parler de sa vision pour Télé Liban, de ses priorités et de ses projets pour moderniser et redonner confiance aux téléspectateurs. Elissar Nadaf, vous avez été nommé PDG de Télé Liban, donc déjà toutes nos félicitations pour cette nomination. Vous prenez aujourd'hui les rênes d'un poste extrêmement sensible dans un contexte difficile pour Télé Liban du point de vue structurel et financier. Quelles sont les démarches que vous allez mettre en place pour mettre fin à ces difficultés? Oui, merci Hayan. Tout d'abord, je voulais dire que c'est une immense fierté pour moi, mais aussi un grand défi que je suis prête à relever avec beaucoup d'enthousiasme et de bonne volonté. Donc, bien sûr qu'il y a beaucoup de défis. Là-dedans, c'est une chaîne de télévision publique qui est très connue, qui date de 1958. Et tous les responsables qui sont passés par cette chaîne de télévision ont fait bien sûr leur travail et beaucoup de projets, mais ma nouvelle vision de Télé Liban s'inscrit dans le cadre de ce service public qu'il faut garder avec toute impartialité et qu'il faut enrichir avec beaucoup de thèmes culturels, beaucoup de thèmes qui s'adressent au public qui a besoin de beaucoup de divertissement, mais aussi de sensibilisation, mais aussi de ce dialogue national qui doit être fait sur le plateau de la chaîne télévisée qui est la télévision publique. Aujourd'hui, les jeunes Libanais se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux, les plateformes numériques, etc. Quel mécanisme allez-vous mettre en place pour gagner ce public à nouveau? Écoutez, c'était un grand défi d'accompagner cette évolution et ce progrès au niveau technologique, mais aussi au niveau des réseaux sociaux. Là-dessus, on a vraiment mis en place une certaine stratégie pour donner une grande visibilité à la télévision publique. Et cette visibilité, c'est cette visibilité qui va rendre Télé Liban de nouveau remettre sur la scène médiatique libanaise. Donc là, on travaille sur tous les fronts, mais aussi on se concentre surtout sur ce qui peut rapprocher notre audience et notre public de la chaîne télévisée. Et bien sûr, là, on parle des plateformes et surtout des réseaux sociaux. Et notre production télévisée devrait bientôt enrichir les réseaux sociaux et les plateformes et réciproquement. Voilà. Alors, dans un pays comme le Liban, qui est marqué par des divisions confessionnelles et politiques, quel doit être le rôle d'une télévision publique nationale? Écoutez, une télévision libre, objective, qui défend l'espace public. Nous sommes dans l'ère de la souveraineté, l'ère de la reconstruction de l'État et de ses institutions. Donc, ça entre dans ce cadre et dans cet esprit. Et enfin, en quelques mots, si vous deviez résumer cette nouvelle responsabilité, que diriez-vous à notre public ce soir? Là, je dirais que c'est une grande responsabilité, mais c'est une cause sublime. Je travaille pour une chaîne de télévision qui est non seulement une chaîne informative, mais aussi qui comprend tout l'héritage, tout le passé, toute la mémoire du Liban et le passé glorieux du Liban, mais aussi le passé de la guerre. Donc voilà, je dirais que Télé Liban a gardé durant toutes ces années sa belle image et je ferai de sorte que cette image s'améliore beaucoup plus parce que à la demande de l'audience de Télé Liban, il faut que cette chaîne de télévision se redresse et reste toujours en avant malgré tout et malgré toutes les conditions et les circonstances. Espérons encore une fois Elissar Nadaf, nouvelle PDG de Télé Liban. Merci pour toutes ces informations. Merci infiniment. Et dans l'actualité, la visite de l'émissaire de la Ligue arabe depuis le palais de Bradda, Hussam Zaki, a lancé un message clair. Pas d'armes en dehors de l'État.
Le diplomate a réaffirmé le soutien arabe à la souveraineté du Liban et a appelé la communauté internationale à faire pression sur Israël pour qu'il se retire de tous les territoires libanais. Le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Hassan Zaki, a réitéré le soutien de l'organisation au Liban et à son autorité légitime sur l'ensemble du territoire. Il a affirmé: la Ligue arabe soutient pleinement l'idée que l'État libanais doit être le seul détenteur des armes et le garant de la souveraineté sur tout son territoire. Le diplomate a appelé les puissances internationales à exercer une pression accrue sur Israël pour qu'il cesse toute atteinte à la souveraineté du Liban et qu'il se retire des territoires encore occupés. Les différents responsables qui ont reçu Zaki ont souligné la détermination du gouvernement à renforcer l'autorité de l'État et à reconstruire des institutions solides. La question du renouvellement du mandat de la FINUL a aussi été abordée. L'importance de maintenir les casques bleus au Liban Sud pour prévenir toute escalade et préserver la paix a été bien soulignée. Un message sans ambiguïté: le Liban doit retrouver une autorité unique et légitime, et la Ligue arabe entend accompagner ce processus pour garantir stabilité et paix civile. L'armée israélienne a lancé ses premières opérations terrestres autour de Gazaville, considérée comme le dernier bastion du Hamas. 5 divisions et des dizaines de milliers de soldats participent à l'offensive, appuyés par des frappes aériennes intenses. Objectif affiché: prendre le contrôle total de la bande de Gaza et libérer les otages encore détenus. Le Hamas dénonce un mépris des médiateurs alors qu'il avait accepté une trêve de 60 jours. De son côté, l'ONU alerte sur une crise humanitaire sans précédent, avec des centaines de familles contraintes de fuir ou piégées sous les décombres. En parallèle, Israël a approuvé la construction de 3400 logements dans la zone dite E1 en Cisjordanie occupée, un projet considéré comme un point de rupture par la communauté internationale. L'ONU, le Royaume-Uni, l'Italie et la Jordanie condamnent une décision jugée fatale pour la solution à 2 États. Israël a donné son feu vert à la construction de 3400 logements dans la zone stratégique appelée E1 en Cisjordanie occupée. Cette zone relierait la colonie de Ma'ale Adumim à Jérusalem-Est, fragmentant le territoire palestinien en 2 parties discontinues. Une mesure qui, selon l'autorité palestinienne, rendrait impossible la création d'un État viable. À New York, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement le projet, rappelant que les colonies israéliennes violent le droit international et constituent une menace existentielle pour la solution à 2 États. Dans la foulée, Londres a demandé à Israël de revenir sur sa décision. Rome parle d'un projet inacceptable. Quant au roi Abdallah II de Jordanie, il réaffirme que seule la solution à 2 États peut mener à une paix juste et durable. Mais du côté israélien, les partisans du projet, notamment le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, appellent à accélérer l'annexion de la Cisjordanie, arguant que cette colonisation est une réponse aux récentes reconnaissances internationales d'un État palestinien. Sur le terrain, la tension ne cesse de croître. 3 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie aux côtés de près de 500 000 colons israéliens. Depuis le début de la guerre à Gaza, les affrontements, parfois meurtriers, entre armées, colons et Palestiniens se sont multipliés. Pour l'ONG israélienne, la paix maintenant, ce plan est fatal pour l'avenir d'Israël et pour toute chance de paix. Une autre organisation, Ir Hamim, estime qu'il vise à instaurer un régime d'apartheid. Reste que malgré les condamnations, la colonisation se poursuit sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967 et la décision sur le projet E1 marque un tournant décisif, menaçant un peu plus l'idée d'un futur État palestinien. À New Delhi, un trésor historique vient d'échapper à l'oubli. Des milliers de documents retraçant la mémoire de la capitale indienne, certains vieux de plus d'1 siècle, sont en cours de restauration. Un travail minutieux qui pourrait bientôt permettre à ce patrimoine unique d'intégrer un musée. Au cœur de New Delhi, dans le laboratoire de conservation du Centre national d'art Indira Gandhi, chaque registre compte. Ici, des mains expertes redonnent la vie à des cartes, à des manuscrits et des registres abîmés par le temps et par les éléments.
Parmi ces trésors, un fonds exceptionnel. Près de 250 documents collectés entre 1910 et 1912 par un officier britannique, H. Wilson. Il retrace la vie de l'ancien Delhi moghol avec ses habitants, ses rues et ses maisons. Achal Pandya, responsable du laboratoire, explique que ce travail, c'est préserver la mémoire de la ville. Sans nous, ces archives auraient disparu à jamais. Pendant des décennies, ces documents étaient stockés en vrac dans l'ancien hôtel de ville, exposés aux hivers froids, aux chaleurs extrêmes et aux pluies de la mousson. Beaucoup étaient en piteux état, l'encre étalée, le papier jauni, parfois déchiré. Sanjeev Kumar Singh est restaurateur. Il raconte: personne ne savait où ils étaient. Aujourd'hui, nous avons le devoir moral de les sauver et de les transmettre aux générations futures. Ces archives racontent l'évolution d'une cité moghole du XVIIe siècle devenue mégalopole de 30 millions d'habitants. Elles témoignent d'une mémoire urbaine fragile mais essentielle. Un jour peut-être, ces cartes et manuscrits rejoindront les vitrines d'un musée, offrant à tous un voyage à travers le temps et l'histoire de New Delhi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.